dans ce webinaire numéro 9 de notre petite série les webinaires 1 heure pour comprendre et agir. Ce webinaire qui est dédié à la planification urbaine favorable à la biodiversité. Alors, je pense que vous voyez tous mon écran partagé et que vous voyez tous voilà, les caméras de nos intervenants. Alors, nous sommes aujourd'hui donc avec Céline Ayotte, qui peut-être n'arrivera pas à activer sa caméra, mais qui est là de manière vocale, ce qui est déjà pas mal. Céline Ayotte, donc, qui est chef de service biodiversité, parcs et territoires ruraux à la région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et Édouard Massonneau, qui est donc chargé d'études planification durable et environnement à l'agence d'urbanisme de l'aire toulonnaise et du Var. Et donc moi, je suis Agnès Hennequin, chargée de mission aménagement et biodiversité à l'agence régionale pour la biodiversité et l'environnement de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Alors, quelques mots introductifs par rapport à l'ARBE pour vous expliquer dans quel contexte s'inscrit ce cycle de webinaire. On est une agence publique régionale qui existe depuis 42 ans et dont la mission principale est de mobiliser tous les acteurs et d'accompagner les territoires dans la transition écologique et la préservation de la biodiversité. On est une équipe de 38 agents. Alors, on intervient sur 4 champs principaux, hein, l'accompagnement des collectivités dans leur démarche avec du conseil, des formations et de la labellisation. On a également un champ d'intervention sur l'information et la formation, notamment avec ce cycle de webinaire, mais également avec un dispositif qui s'appelle le BioDiv Tour et la formation des élus live sur la nature en ville. On a également 3 observatoires régionaux sur la biodiversité, sur l'eau et sur l'éducation à l'environnement. Et enfin, on anime des réseaux de gestionnaires, donc gestionnaires de milieux aquatiques et gestionnaires d'espaces naturels. Et on coordonne des programmes de coopération européenne, donc le LIFE Habitat Calanque et un programme sur l'arc alpin Biodivalp. Voilà, on a également un site internet sur lequel vous pourrez retrouver toutes nos ressources et nos événements à venir, arbe-regionsud.org. Alors, donc, ce cycle de webinaire 1 heure, on l'a lancé en 2021. Aujourd'hui, c'est donc le 9e petit webinaire. L'idée, c'est d'avoir un format court, hein, effectivement, pour parler de sujets ciblés. Ce sont des temps d'information, donc on ne peut pas forcément rentrer dans le détail, hein, mais l'idée, c'est de vous donner effectivement à voir des sujets qui vous intéressent en tant que collectivité, puisqu'aujourd'hui, on est une 50aine de participants et principalement des collectivités communes de la région. Voilà, donc le programme du webinaire, je vais rapidement introduire le sujet de la planification et de la biodiversité. Et ensuite, on passera à une présentation donc, de Céline Ayotte sur le SRADET, donc le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, qui est vraiment un socle régional pour la prise en compte de la biodiversité dans les documents de planification. Ensuite, je vous parlerai de la biodiversité dans les documents de planification d'échelle inférieure, donc les chartes de parcs naturels régionaux, les SCOT et surtout dans les plans locaux d'urbanisme et plans locaux d'urbanisme intercommunaux. Et Édouard Massonneau, qui est ici avec nous, donc, interviendra également sur certaines parties, en particulier avec des retours d'expérience dans les DPLUI et des PLU. Alors, on est en format webinaire, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas activer votre caméra ni votre micro. En revanche, vous avez un petit module de questions et réponses, donc Q et R, dans lequel vous pouvez poser vos questions ou réagir. Donc voilà, on essaiera de prendre connaissance de vos questions en cours de webinaire et de les poser à l'oral et d'y répondre autant que possible. Voilà, donc tout de suite, une petite introduction sur la biodiversité et la planification. Ces 2 sujets hein, qui peuvent paraître parfois un petit peu opposés, mais en fait, pas du tout. Donc la biodiversité, elle subit un déclin hein, qui se confirme à un rythme sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Ça, c'est le rapport de l'IPBES, donc en fait, c'est le GIEC de la biodiversité qui le dit en 2019. Il faut savoir que dans notre région, on est un hotspot de biodiversité, donc on a vraiment une richesse particulière en termes d'espèces. Et on a des espèces qui sont liées aux espaces naturels, des espèces qu'on appelle patrimoniales, mais pas uniquement. C'est-à-dire qu'on a également des espèces qui sont liées au milieu bâti, ou qui vont plutôt être liées au milieu agricole, et qui, elles aussi, sont en déclin. Donc, en termes d'évolution, on a moins 34% d'espèces de milieu bâti entre 2001 et 2019, et moins 35% d'espèces généralistes.
entre 2001 et 2009. Donc, des impacts sur la biodiversité, sur les espèces également qu'on appelle communes. Alors, l'urbanisation croissante affecte la biodiversité. D'ailleurs, la cause numéro 1 d'érosion de la biodiversité, c'est l'artificialisation des sols. C'est le fait donc de transformer des espaces, des milieux qui vont être naturels, agricoles, aquatiques, en milieux urbanisés, donc artificialisés. Alors, il faut savoir que l'artificialisation, elle augmente plus que la population, c'est-à-dire qu'on artificialise plus que... Ce n'est pas proportionnel en fait, on artificialise plus que ce que la population augmente, et en particulier dans notre région. C'est pourquoi, pour essayer d'enrayer ce phénomène, le gouvernement s'est fixé un objectif de 0 artificialisation nette des sols pour 2050. Alors, dans notre région, on pourrait croire qu'on protège bien notre biodiversité, ce qui est le cas, puisqu'on a plus de 6% d'espaces qui sont sous protection réglementaire forte, donc réserves nationales, parcs nationaux, etc. Et 51% du territoire qui est sous protection contractuelle ou foncière, donc type parcs naturels régionaux ou autre. On pourrait se dire que tout cela suffit à préserver la biodiversité, mais en fait, le déclin se poursuit malgré toutes ces mesures. Et on a en particulier une diminution des effectifs d'espèces pour les espèces communes, donc dans les milieux agricoles et la Provence intérieure, et notamment sur des territoires où il n'y a pas de mesures de protection fortes. C'est pourquoi la planification peut vraiment être vue comme un outil complémentaire à toutes ces mesures de préservation, type réserve naturelle, parc, etc. Alors, la planification, c'est le fait d'organiser l'aménagement de l'espace sur les territoires à différentes échelles, depuis l'échelle régionale jusqu'à l'échelle très locale. Et elle se traduit donc dans des documents qui sont élaborés par les collectivités territoriales ou par leurs groupements. La planification, il faut la voir comme une opportunité pour formuler le projet de territoire d'une collectivité, comment on imagine le territoire à l'horizon 2030, 2050, etc., avec des objectifs de maîtrise du développement urbain et de donner un cadre au projet d'aménagement à différentes échelles. Alors, la problématique de la planification, c'est qu'on va devoir croiser et concilier de nombreux enjeux et thématiques, le développement économique, les transports, les risques, le tourisme, l'assainissement, le logement et la biodiversité et les continuités écologiques. Alors, parmi toutes ces thématiques et tous ces sujets de préoccupation, la biodiversité pourrait être vue comme une contrainte, alors qu'en fait, elle présente de nombreux atouts pour les territoires, à savoir qu'au-delà de son aspect patrimonial, paysager, etc., la biodiversité amène des services pour les populations, pour les territoires. Notamment au travers de la végétation, qui va permettre de réguler la température et de diminuer la température ambiante de l'air, dans un contexte de réchauffement climatique, où on voit un développement des îlots de chaleur en ville, cette végétalisation peut avoir vraiment un aspect très intéressant. En termes de qualité de l'air, un arbre peut stocker en moyenne 150 kg de CO2 par an, c'est-à-dire c'est l'équivalent d'un trajet de 1000 km en voiture. Un autre exemple en lien avec les services rendus par la biodiversité, une chauve-souris peut manger jusqu'à 600 moustiques en 1 heure. C'est donc un allié très intéressant pour préserver le confort et la santé des populations. Et en fait, quand on intègre la nature et la biodiversité dans un projet de territoire, on va apporter vraiment une plus-value à notre territoire. Et d'ailleurs, ça se ressent, on voit que c'est vraiment une demande, puisque une étude a montré que les appartements qui sont situés à moins de 200 mètres d'un espace vert urbain se vendent environ 17% plus cher que les appartements qui sont plus éloignés des espaces verts. On voit donc qu'on répond vraiment à une demande sociétale assez importante quand on intègre la nature et la biodiversité dans nos projets de territoire. Par ailleurs, les espaces de nature peuvent avoir une fonction et un usage pour les populations. Ça peut être un usage de liaison douce, un usage de jardinage, par exemple avec des jardins partagés, un usage en lien avec le lien social, l'activité physique. Voilà, donc quand on pense biodiversité et nature, on pense finalement qualité de vie et attractivité. Voilà, donc ça c'était pour l'introduction et maintenant on va rentrer, on va dire, dans le cœur du sujet, à savoir la planification. Et je vais laisser donc Céline nous parler de ce socle régional qu'est le SRADET,
qui donc impose la prise en compte de la biodiversité et des continuités écologiques à toutes les échelles plus locales. Céline, est-ce que tu veux que je partage ton PowerPoint moi-même? Je veux bien, s'il te plaît. Ok. Alors, n'hésitez pas à réagir et à poser des questions donc, dans le module de questions-réponses si vous le souhaitez. On essaiera d'y répondre ensuite. Alors, je vais donc écouter. Alors, excusez-moi pour le petit temps de latence. C'est que normalement, Céline devait pouvoir partager sa présentation, mais avec les petits soucis techniques qu'on a eus, ça n'a pas été possible. Je peux essayer si tu veux. Voilà, c'est bon, Céline, je te laisse parler. Je vais partager mon écran et ce sera OK. Alors, bonjour à tous. Bon, désolé, voilà, un petit bug aujourd'hui technique, pas de caméra, mais c'est pas grave. Le tout, c'est que je puisse faire ma présentation. Donc, je vais revenir sur essentiellement le SRADET qui a été adopté en région sud en fin 2019 et qui là entre dans une période de modification puisque la loi nous impose dans les 6 mois qui suivent les élections régionales de se repencher sur notre SRADET, d'en faire le bilan. Donc il y a un bilan qui a été fait au bout de 2 ans. C'est un peu court, mais bon voilà, cela dit déjà des choses. Et donc on se lance là sur l'année fin 2021, année 2022 sur une, non pas révision totale, mais on appelle ça une modification du SRADET. Désolée Céline de t'interrompre, mais je n'arrive pas à partager ta présentation. Je le fais moi. Est-ce que tu peux essayer de le faire éventuellement? Hop, dis-moi si cela fonctionne. Ah super, merci. On est bon? Alors je me fais en grande. Merci. Voilà. Je te laisse continuer. Donc, 3 séquences rapides, hein, le temps de parole est limité. Donc, des constats et passer très rapidement là-dessus, puisque dans son introduction, Agnès vient de reprendre les éléments. La biodiversité, quand on a un regard très anthropocentré, elle est garante des services écosystémiques et de notre bien-être. Et c'est en cela aussi que l'on s'y intéresse, et notamment au regard du SRADET. Donc, pour avoir une biodiversité qui puisse être en capacité d'être résiliente, il faut forcément qu'elle soit en bon état et qu'on ait un bon fonctionnement des écosystèmes de manière à préserver ces services qui nous sont rendus au quotidien. Ce que l'on constate malgré tout, c'est que des espaces agricoles et naturels, et je pourrais dire aussi forestiers, sont menacés par l'urbanisation, et je le redis, Agnès en a parlé dans son introduction. Et ces menaces, elles sont accentuées parce qu'on se rend compte que cette altération de la biodiversité est à un rythme que l'on n'a jamais connu jusqu'à ce jour. Et effectivement, le rapport de l'IPBES de 2019 était alarmant sur le sujet. Malgré tout, si on regarde historiquement, et je ne vais pas détailler, mais dans le PowerPoint qui pourra vous être transmis après, vous avez la liste, par exemple, des lois. Dans les notes qui vont avec cette slide-là, on a connu un renforcement législatif continu pour la préservation de la biodiversité et de l'agriculture dans l'ensemble des démarches de planification, notamment suite au Grenelle de l'environnement en 2007 et les promulgations des lois, ce qu'on appelle les lois Grenelle 1 en 2009 et la loi Grenelle 2 en 2010. Ces lois sont venues modifier le code de l'urbanisme. Et c'est les premières fois où, dans l'aménagement du territoire, il fallait prévoir la notion de continuité, de préserver, de restaurer les continuités écologiques, c'est-à-dire les espaces dédiés aux espèces pour se déplacer sur notre territoire. Et comme ceci, pouvoir poursuivre et effectuer leur cycle de vie et s'adapter également au changement climatique. Alors, une fois que l'on a ces constats, effectivement, la région a travaillé sur le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, qui est un schéma intégrateur, puisqu'il a intégré l'ensemble des schémas régionaux préexistants et celui qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui, le schéma régional de cohérence écologique, autrement dit la trame verte et bleue régionale, sur lesquelles
sur lequel nous avions travaillé entre 2010 et 2014 avec l'État, donc suite à la promulgation des lois Grenelle. Et ce schéma a été le premier schéma régional prescriptif, c'est-à-dire de niveau de prise en compte dans les documents d'urbanisme. Aujourd'hui, ce schéma régional de cohérence écologique est une annexe du SRADET, donc il est présent in extenso dans le SRADET, et on retrouve le diagnostic avec les enjeux de fonctionnalité écologique, la description de l'ensemble des éléments de la trame verte et bleue régionale, la présentation de ses continuités, un plan d'action qui avait été défini à l'époque et l'atlas cartographique, ainsi qu'un bilan que l'on avait pu faire dans la mise en œuvre du schéma. Le SRADET, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que on souhaite atteindre un taux de croissance démographique de 0,4% par an, afin de compter un peu plus de 5 850 000 habitants en 2050. Alors, c'est modulé, sur le SRADET, on a défini 4 espaces sur le territoire régional, l'alpin, le provençal, le rhodanien, l'azuréen, et ces objectifs de croissance démographique sont modulés en fonction de l'espace dans lequel on se trouve. Ce taux de croissance démographique est assez bas. Pardon, excusez-moi, parce qu'en plus j'ai un rhume qui est présent. Donc, pour atteindre ce taux de croissance démographique, c'est quand même, malgré tout, de maîtriser le développement urbain et de favoriser la nature en ville, donc aussi bien la nature exceptionnelle que la nature ordinaire, que les continuités et les fonctionnalités écologiques. Plus spécifiquement, si on se penche sur la préservation des continuités écologiques et de la biodiversité, il y a 2 grands enjeux que l'on va retrouver dans le SRADET. C'est un, de continuer à préserver et de restaurer la biodiversité remarquable et les continuités écologiques, et d'intégrer toute la préservation et le développement finalement de la biodiversité ordinaire dans l'aménagement du territoire. Et quand on commence à détailler dans les lignes directrices, donc le SRADET se compose de 3 lignes directrices et d'objectifs, on peut retrouver 13 objectifs qui sont directement ou indirectement liés à la préservation de la biodiversité. Une petite carte de rappel des grandes continuités écologiques à l'échelle régionale, ça c'est le travail donc, que l'on a mené lorsqu'on travaille sur la trame verte et bleue. Tout ce qui est vert correspond à ce que l'on appelle des réservoirs de biodiversité ou des corridors écologiques qui composent la trame verte et bleue. Alors oui, on est une région finalement assez riche en matière de quantité ou de territoire en matière de biodiversité, puisqu'on a 59% de notre territoire que l'on a reconnu en 2014 en réservoir de biodiversité, c'est-à-dire pouvant accueillir un maximum d'espèces qui ont besoin de se déplacer pour effectuer leur cycle de vie. Beaucoup de zones humides, les cours d'eau, etc. Et malgré tout, de fortes tensions qui s'exercent sur ces zones, de par l'urbanisation, mais pas que, de par des pollutions, de par des intrants, de par des espèces exotiques, de par le changement climatique, etc. Alors, si on se penche sur les objectifs directs qui concernent la biodiversité et les continuités écologiques, eh bien, il y en a 6. Le premier, c'est de l'objectif 15, qui est de préserver et promouvoir la biodiversité et les fonctionnalités écologiques des milieux terrestres, littoraux et marins. Le 16, sur la gestion dynamique et durable de la forêt. Le 37, sur la qualité des espaces publics et le fait de favoriser la nature en ville. Le 47, sur la maîtrise de l'étalement urbain, qui prévoit des formes moins consommatrices d'espace. Le 48, sur la préservation du socle naturel, agricole et paysager régional. Et le 50, sur la déclinaison de cette trame verte et bleue à l'échelle régionale dans l'ensemble des documents d'urbanisme et des projets de territoire. Dans ces objectifs, donc qui sont de niveau de prise en compte, on retrouve 7 règles qui sont de niveau de compatibilité. On retrouve 7 règles liées à ces objectifs de préservation des continuités écologiques et de la biodiversité. Alors, je ne vais pas toutes les détailler, vous les retrouverez dans le PowerPoint, mais voilà, les 7 règles sont présentées dans les slides qui suivent. Juste insister peut-être sur celle-là.
Lorsque l'on a travaillé sur la trame verte et bleue régionale, on s'est rendu compte qu'il y avait des espaces qu'on a appelés non couverts par un dispositif de gestion. C'est-à-dire qu'on a cette richesse en région Provence-Alpes-Côte d'Azur d'avoir, par exemple, 9 parcs naturels régionaux, 4 parcs nationaux, des sites du Conservatoire du littoral, des réserves nationales, des réserves naturelles régionales, des grosses collectivités qui peuvent être en capacité d'apporter de l'ingénierie et du conseil entre ce niveau régional avec le SRADET et des collectivités infra, et notamment, je pense aux petites communes face à leur, un peu démunies face à la rédaction de leur PLU. Et du coup, il reste malgré tout des territoires non couverts par finalement une intercommunalité ou un organisme de gestion du patrimoine naturel. Et du coup, c'est peut-être nous, en tous les cas de la part de la région, d'avoir un œil plus attentif et du coup plus aguerri sur ces espaces un peu tout seuls face à la multitude des sujets dont il faut arriver à avoir le plus de cohérence possible entre des sujets parfois antagonistes. Voilà, donc c'est cette règle, c'est ce qu'elle dit. Bon, favoriser la nature en ville, voilà, je vais passer très très vite. Je ne détaillerai pas et forcément on retrouve la déclinaison de la trame verte et bleue pour les SCOT, les PLUI et les PLU. Donc, en synthèse, ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, la prise en compte de la biodiversité, c'est une obligation, de par les textes réglementaires, de par les différents codes, que ce soit le code de l'environnement, mais surtout le code de l'urbanisme, dans les propos qui nous concernent aujourd'hui. Que les objectifs et les règles du SRADET, on doit les respecter parce qu'elles sont prescriptives et parce qu'il y a un niveau de prise en compte qui est plus faible que la compatibilité pour les règles. Que le schéma régional de cohérence écologique est donc aujourd'hui annexé au SRADET, c'est une base pour identifier une trame verte et bleue à l'échelle d'un territoire donné. Malgré tout, elle ne peut pas se substituer à l'élaboration d'un état des lieux précis et exhaustif de la biodiversité sur l'échelle de territoire à laquelle on se trouve. Puisque nous, on avait fait l'exercice à une échelle régionale avec, par exemple, une cartographie ou un 50 millième. On ne peut pas zoomer directement sur cette trame verte et bleue pour dire, ben, tiens, je fais ma trame verte et bleue de mon territoire. Donc, il faut identifier ces continuités écologiques, il faut déterminer leurs besoins de conservation et ou de restauration et arriver à les conserver au maximum au regard des règlements qui s'offrent à nous de par les règlements possibles dans les PLU ou dans les SCOT. Enfin, pas prendre en compte cette biodiversité si on ne fait pas un minimum de concertation. Et donc, il est important d'impliquer le public et de pouvoir mobiliser les différents organismes et les associations qui pourront apporter de l'aide, notamment dans la réalisation d'un état des lieux précis. Alors, des mesures d'accompagnement ont été prévues pour décliner le SRADET. Là, je vous ai parlé que d'un domaine, la biodiversité, mais le SRADET couvre 11 domaines. Donc, si ça vous intéresse, vous retrouvez le document sur un site qui s'appelle Connaissance du territoire. Vous tapez dans votre barre de recherche Connaissance du territoire, région sud, vous atterrissez sur le site vous pouvez télécharger tous les documents du SRADET. Et donc, les mesures pour accompagner sa mise en œuvre, c'est que bien, nous assurons notre rôle de chef de file en matière d'aménagement du territoire, mais on ne se substitue pas au contrôle de la légalité des documents de planification et d'urbanisme des rangs infraterritoriaux qui restent pour eux dévolus au service de l'État. Et donc, on se positionne dans un rôle d'accompagnement avec l'aide et notamment de l'Agence régionale pour la biodiversité et l'environnement. Et puis, on essaye de développer des outils complémentaires et plus détaillés. Et notamment, il me semblait important d'évoquer la stratégie régionale pour une gestion plus efficiente
du foncier en Provence-Alpes-Côte d'Azur qui a même pas un an, parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, le foncier est le nerf de la guerre. Et donc, avec la loi sur le climat, la dernière loi sur le climat notamment, et la notion de zéro artificialisation nette, on voit bien que le foncier, c'est une ressource à économiser, à partager. Et donc, on a cette stratégie régionale. Pareil, je ne vais pas la détailler, mais vous pouvez la télécharger sur le même site que je viens d'évoquer. Et puis, la réalisation de guides. Alors, de guides spécifiques au SRADET, c'est là sur la partie gauche de cette diapositive où on a un guide directement avec comme public les SCOT, comme objectif les SCOT. Un autre qui vient de paraître sur les chartes des parcs naturels régionaux, puisque les parcs naturels régionaux sont une compétence de la région et les chartes doivent aujourd'hui aussi prendre en compte le SRADET. Et puis, je vous ai mis du coup la première page de la stratégie régionale sur la gestion plus efficiente du foncier en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Sur la droite, des guides plus spécifiques sur la partie continuité écologique, trame verte et bleue et documents d'urbanisme. Donc, le premier qui était le SRCE, comment l'intégrer dans mon document d'urbanisme, qui a été publié juste après l'adoption du schéma régional de cohérence écologique, établi par l'État sur la trame verte et bleue et documents d'urbanisme, et un plus récent que Agnès et Édouard vont un peu plus détailler du coup sur PLUI et biodiversité, comment concilier nature et aménagement. Des bases de données aussi qui permettent d'aller chercher des informations, hein, quand je le redis, quand on est un peu perdu sur le travail à faire. Voilà des possibilités de premières bases de données qui vont apporter des éléments en matière de biodiversité. Et pour finir, sur la révision du SRADET, la mise en place d'instances territoriales de dialogue qui là sont relancées à l'aube de la révision, enfin de la modification de notre SRADET. Voilà, je vous remercie pour votre attention et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Peut-être Agnès, pardon, oui. Je mettrai on mettra dans l'envoi des PowerPoint le site pour accéder directement au SRADET. Oui, tout à fait, on le rajoutera. Ok, merci Céline pour cette présentation très claire et pour avoir tenu les délais. Merci. Alors, je vois qu'il y a eu quelques questions ou remarques. Alors, on nous demande, est-ce qu'il est question des trames sombres, donc trame noire, je suppose, trame brune, trame noire dans le SRADET? Alors, c'est évoqué, oui. C'est un chantier qui s'ouvre pleinement à nous aujourd'hui. Mais le SRADET n'a pas développé à ce jour, tel qu'il est écrit aujourd'hui, n'a pas développé la notion de trame noire. D'accord. Il n'y a pas d'obligation réglementaire, en fait, concernant les trames noires et les trames brunes, si je ne m'abuse. Non, il me semble que l'obligation réglementaire, elle est plus au niveau de l'éclairage public, mais sur des questions primaires autres que la biodiversité. Mais après, oui, il faut travailler par rapport à la problématique de la trame nocturne. Ok. Alors ensuite, on a une question sur le SRADET. Est-il un schéma qui se retrouve dans toutes les régions ou est-ce vraiment un document qu'on a fait uniquement dans la région sud? Je ne sais pas si tu y as répondu en début en introduisant le schéma. Alors, je ne sais plus si ça vient de la loi NOTRe de 2014 ou de la loi MAPTAM, pardon, inversement, de 2014 et 2015. Mais c'est une obligation aujourd'hui pour les régions que d'adopter un SRADET, de l'écrire de manière partenariale et de l'adopter. Ce n'est pas le schéma de la région en tant qu'institution, hein, c'est le schéma à l'échelle régionale. Donc, l'État est aussi associé à la rédaction de ce schéma et il est prescriptif. Ça qui change par rapport à précédemment. Avant, on avait un SRAT, peut-être que vous avez été associé à l'élaboration de ce SRAT et c'était une volonté de la région. Aujourd'hui, on a obligation d'adopter ce document et il est prescriptif pour les documents d'urbanisme et de planification notamment. Ok. Alors ensuite, je vois qu'il y a d'autres questions qui sont apparues.
Alors, comment s'assurer de l'avancement de l'atteinte des prescriptions du SRCE à un niveau local, uniquement par des contrôles effectués par les services de l'État au moment de l'actualisation épisodique des différents documents réglementaires? Quel suivi de quels indicateurs pour piloter cela? Oui. Alors, nous, alors effectivement, hein, c'est l'État qui garde son pouvoir régalien. Nous, régions, lors de l'élaboration des documents, notamment les SCOT, moins sur les PLU, mais sur les SCOT, on est personne publique associée. Et donc, on a un regard et on peut apporter un avis, alors qui n'est pas un avis de prise en compte obligatoire, hein, mais voilà, on formule des avis sur l'ensemble des SCOT qui nous sont soumis, et notamment sur la partie continuité écologique. Voilà pour la partie région. Et pardon, oui, sur les indicateurs, alors on avait, au moment de l'élaboration de la trame verte et bleue régionale, on avait 26 indicateurs qui couraient. Donc, lorsqu'on a fait le bilan, on a travaillé avec le CEREMA et l'INRAE sur ces indicateurs. Et aujourd'hui, pas mal d'indicateurs du SRCE ont été repris dans le SRADET. Donc, pareil, le SRADET, il a son panel d'indicateurs, aussi bien quantitatifs que qualitatifs. Et donc, je vous laisse les découvrir, pareil, sur le site de connaissance du territoire. Vous aurez accès normalement au premier bilan du SRADET qui a été réalisé là, après 2 ans d'activité. Ok, merci. Édouard, je te laisse un petit peu la parole aussi. Est-ce que tu as vu d'autres questions ou remarques qui te... Alors, il y a une question sur l'objectif ZAN à 2050. Est-ce qu'il est compatible avec l'ambition régionale du SRADET? On va faire le maximum. Maintenant, je ne m'avancerai pas plus sur cette question, ni à l'échelle régionale, ni à l'échelle nationale, mais c'est une ambition forte. Après, on peut déjà compléter sur le fait que le ZAN, c'est une loi et pour l'instant, il n'y a pas forcément beaucoup de décrets d'application. C'est-à-dire qu'on va avoir des éléments pour les 2020 jusqu'à 2030. Hein, on sait à peu près, il faut diviser par 2 le rythme de consommation d'espace, ce qui correspond du coup aux objectifs du SRADET aussi. Et qu'après, 2030 à 2040, on doit réduire le rythme d'artificialisation par tranche de 10 ans. Et c'est là où il nous faudra un décret pour préciser un peu tout ça. Donc pour l'instant, on parle beaucoup du ZAN, mais sans avoir concrètement voir des différences finalement au niveau régional, parce que pour l'instant, on est dans les mêmes lignées. Donc d'ici 2030, on réduit par 2 la consommation d'espace. Est-ce qu'il y a encore des questions éventuellement là, que je n'aurais pas vues dans le chat? Ou des remarques? Et après, on va passer à la suite pour ne pas finir trop en retard. Je crois que c'est tout bon. Ok. Voilà, les questions, il faut les poser dans le module Q&R, hein, questions-réponses. Voilà. Et comme on est en mode webinaire, ne posez pas de questions à l'oral en levant la main parce que là, on ne pourra pas vous donner la parole parce que vous êtes trop nombreux sur un temps aussi court, malheureusement. Ok, donc maintenant qu'on a brossé, on va dire, le socle régional du SRADET en termes de prise en compte de la biodiversité et d'objectifs qui doivent se décliner à une échelle plus locale, on va zoomer effectivement sur différentes échelles. Alors, ici, vous avez un petit schéma qui vous montre les différents plans et programmes aux différentes échelles, depuis l'échelle régionale jusqu'à l'échelle communale et parcellaire. Donc effectivement, le SRADET s'intègre, prend place à l'échelle régionale et il doit ensuite se décliner dans les chartes de parcs naturels régionaux à une échelle, on va dire, territoriale et dans les schémas de cohérence territoriaux qui eux-mêmes vont s'opposer aux plans locaux d'urbanisme et plans locaux d'urbanisme intercommunaux, voire aux cartes communales quand on n'a pas de PLU. Alors, je voulais vous parler rapidement de la charte de parc naturel régional, puisqu'on a quand même, comme on l'a dit, une bonne partie du territoire régional qui est couvert par ce dispositif contractuel. C'est un outil de préservation de type contractuel, c'est-à-dire que les communes sur le territoire du parc vont adhérer à un projet de territoire qui est formalisé dans une charte pour une durée de 15 ans. Donc, cette charte, c'est un document de planification qui est opposable aux documents d'échelle inférieure, donc SCOT et PLU, en l'absence de SCOT. Donc, cette charte, elle comprend des objectifs et des mesures
qui sont spatialisés dans un plan de parc, donc qui va localiser, cartographier les différentes mesures de la charte. Donc, on a différentes pièces qui constituent cette charte de PNR. On a un rapport qui va comprendre les orientations, les différentes mesures selon différentes thématiques ou différents axes, un dispositif de suivi et d'évaluation et qui va préciser les modalités de concertation. Alors, en particulier, ce rapport doit déterminer les objectifs de qualité paysagère sur le territoire du parc et les objectifs en matière de préservation et de remise en bon état des continuités écologiques. Donc, on voit bien que les continuités écologiques, la trame verte et bleue, sont vraiment à intégrer dans ce document charte de parc. Et donc, une autre pièce de la charte, c'est ce plan de parc, donc qui va permettre de localiser les zones où vont s'appliquer les différentes mesures de la charte en fonction des enjeux qui ont été identifiés et d'un diagnostic territorial. La TVB, elle doit obligatoirement apparaître dans ce plan de parc. On a enfin des annexes qui sont des documents plutôt informatifs qui ne sont pas opposables aux documents d'échelle inférieure. Concernant la TVB dans une charte de parc, c'est quand même important de préciser que le plan de parc va délimiter des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques, qui sont donc les éléments de la trame verte et bleue. Mais derrière, il faut bien que les mesures proposent finalement une prise en compte particulière de ces enjeux. C'est-à-dire qu'on peut voir par exemple des chartes de parcs naturels régionaux sur lesquelles on va avoir une délimitation de réservoirs et de corridors, mais sur lesquelles on n'aura pas été finalement apposé de mesures particulières ou de mesures trop faibles, on va dire, par rapport à l'enjeu de biodiversité. Et en fait, ça a son importance parce que cette charte de parc, ensuite, c'est elle qui va faire référence, puisque les SCOT qui sont à l'échelle inférieure de ce parc naturel régional vont en quelque sorte prendre en compte ce qui a été défini dans la charte de parc. Donc voilà, c'est vrai qu'il faut signaler quand même que les mesures doivent être en cohérence avec les enjeux. Et il ne faut pas simplement délimiter des zones sur lesquelles il n'y aura aucune mesure particulière. Alors ici, c'est un exemple donc, de trame verte et bleue des Alpilles, donc avec le réseau écologique qui a été défini. En vert foncé, les réservoirs de biodiversité, en vert clair, les corridors écologiques. On voit que les liens avec les territoires voisins ont été traités sous forme de flèches. On a également la notion de trame bleue, avec la prise en compte notamment des canaux, qui sont un enjeu de biodiversité fort sur ce territoire. Et à chaque fois, le plan de parc fait référence aux mesures de la charte qui sont associées à ces différents éléments. Là, je ne voulais pas illustrer, mais voilà, il y a vraiment un lien très fort entre ce plan de parc et les mesures. Donc voilà, ça c'était la petite présentation des chartes de parcs naturels régionaux et de leur prise en compte de la biodiversité des trames vertes et bleues. Malheureusement, on n'a pas le temps d'approfondir plus que ça, puisque je voulais vous parler également des schémas de cohérence territoriaux, donc l'échelle qui est en dessous de celle du SRADET et des chartes de PNR, une échelle donc supracommunale. Donc le SCOT, c'est un document intégrateur, c'est-à-dire qu'il doit intégrer toutes les dispositions des documents d'échelle supérieure. Donc ceux qu'on voyait sur la diapositive précédente, donc le SDAGE, le SRADET, les chartes, tout ça doit être pris en compte, enfin en tout cas intégré dans le SCOT, ce qui fait que les PLU et les PLUI peuvent se baser juridiquement sur le SCOT. Ils n'ont pas besoin d'aller voir ce qui se dit dans les documents d'échelle supérieure. Ce SCOT, c'est un projet stratégique partagé pour l'aménagement d'un territoire intercommunal. Il doit respecter les principes du développement durable et donc il est opposable au PLUI et aux cartes communales dans un rapport de compatibilité. Alors le SCOT, c'est une échelle cohérente pour définir la trame verte et bleue, puisqu'on va au-delà de l'échelle communale. Vous voyez un exemple, donc ça c'était le SCOT du Pays d'Aix. À gauche, vous aviez donc la cartographie des corridors écologiques et réservoirs du SRCE, donc échelle régionale, donc SRCE qui a été intégré dans le SRADET, comme l'a présenté Céline. Et derrière, c'est la déclinaison à l'échelle du SCOT du Pays d'Aix de ces réservoirs et de ces corridors. Donc c'est une carte qui localise les continuités écologiques. Il faut savoir qu'il y a eu un diagnostic spécifique pour ce SCOT. Ce n'est pas simplement un zoom, comme on le disait, de la cartographie du SRCE. Ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà des réservoirs et des corridors, les espaces agricoles ont également été identifiés comme espaces de perméabilité, donc contribuant aux continuités écologiques. La trame verte et bleue, on la trouve également dans ce qu'on appelle le projet d'aménagement et de développement durable du SCOT. C'est un document qu'on trouve aussi dans les PLU, qui en fait retranscrit le projet politique, le projet de territoire. Et donc, si on est toujours sur l'exemple du PADD du Pays d'Aix, du SCOT du Pays d'Aix,
il y a différentes orientations avec des objectifs qui permettent de répondre au plan d'action stratégique du SRCE et donc de préserver, voire restaurer la trame verte et bleue. Enfin, dans le DO, donc le document d'orientation et d'objectifs, qui est vraiment, lui, opposable au document type PLU, on a également une identification des corridors écologiques avec des zooms très précis. Et un SCOT peut aller jusqu'à définir des parcelles qui vont être obligatoirement maintenues en agricole ou en naturel. Donc le SCOT peut être très prescriptif. Et enfin, on a des prescriptions. Oui, vas-y. Juste pour compléter, si tu veux, sur la diapo précédente, oui. Parce que vous voyez, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'à l'échelle de la planif, on est sur quand même une échelle assez macro, hein, que ce soit à l'échelle régionale ou même à l'échelle des SCOT. Mais du coup, vous voyez, on est sur vraiment une approche géolocalisée, on va dire, et une approche schématique. Mais on n'est pas sur une approche écologique au sens quelle épaisseur doit faire mon corridor et pour quelle espèce il est désigné à tel ou tel endroit. C'est-à-dire que ça, c'est un travail qui reste encore à faire. C'est vraiment le lien entre urbanisme et écologie dans ce sens-là, dans le sens écologie des populations, quelles espèces sont concernées et tout. Et vous voyez bien que c'est tout de suite un travail beaucoup plus conséquent. Là, sur les SRADET et les SCOT, et puis même souvent les PU, on va être sur des sous-trames. Donc arborées, arbustives, agricoles, et en fonction des différents milieux, on peut avoir des espèces indicatrices. Mais pour autant, on n'aura jamais un suivi de toutes les espèces. Et c'est plutôt au niveau local des PLU, et ça Agnès va en parler après, qu'on peut définir vraiment précisément si c'est un corridor en pas japonais, donc différentes touches d'espaces verts au sein d'un milieu urbain, ou si c'est une continuité vraiment, enfin voilà, une continuité dure, on va dire. Merci pour cette précision. Voilà, et en complément de ces cartographies, on a des prescriptions qui vont s'opposer au PLU, PLUI, qui concernent donc, par exemple, voilà, le SCOT du Pays d'Aix définissait que toute construction est interdite dans les réservoirs de biodiversité, sauf si la dite construction est liée et nécessaire à la gestion des milieux naturels ou semi-naturels. On parle aussi des ripiciles, on parle de la préservation des arbres et bosquets isolés. Donc ça, les PLU doivent être compatibles avec ces prescriptions. Voilà, donc j'en ai terminé pour les SCOT et maintenant on va descendre plus en détail à l'échelle des plans locaux d'urbanisme et plans locaux d'urbanisme intercommunaux, puisque ce sont des outils quand même très puissants pour prendre en compte la biodiversité et les continuités écologiques, et je vais essayer de faire assez vite quand même parce qu'on est sur un temps assez contraint. Donc, les PLU et PLUI sont ciblés pour préserver la biodiversité sur les territoires dans le Code de l'urbanisme. Donc, le Code de l'urbanisme oblige à cette prise en compte de la biodiversité et des continuités écologiques. Et ça se traduit dans l'intégralité du document d'urbanisme. Comme dans le SCOT, ça va se traduire dans toutes les pièces du PLU. Un PLU, ça peut s'élaborer à l'échelle locale ou à l'échelle intercommunale, c'est le petit i. Il doit répondre à un objectif de développement durable et équilibré du territoire et il va fixer des orientations et des prescriptions qui vont déterminer les conditions précises, très précises d'utilisation des sols, donc à l'échelle vraiment parcellaire. Alors, l'idée, finalement, pour prendre en compte la biodiversité dans un PLU, c'est d'essayer d'inverser le regard. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir des espaces de développement dont on a déjà connaissance et au moment où le projet se fait, on voit s'il y a des enjeux de biodiversité sur ce secteur. L'objectif, ça va être d'éviter les impacts sur la biodiversité en amont et donc de localiser d'abord les enjeux de biodiversité dans le cadre d'un diagnostic, puis d'identifier les zones de développement potentielles à l'échelle du territoire. L'exemple que je vous ai mis ici, c'est celui de Bouc-Bel-Air qui a fait un atlas de biodiversité communale, donc un inventaire très, très large sur 4 saisons, sur l'ensemble de son territoire, ce qui a permis vraiment d'identifier les secteurs sur lesquels il fallait éviter le développement. Alors là, j'ai repris un joli schéma de l'ODAT, merci Edouard de me l'avoir permis, donc qui reprend les différentes pièces constitutives d'un PLU. Donc on est toujours un peu sur le même modèle, finalement, on va avoir un... Oups, pardon, excusez-moi, j'ai sauté la page. Non. On va avoir un rapport de présentation avec le diagnostic, l'identification des enjeux, la justification des choix, etc., les incidences.
ce document n'est pas opposable. On va avoir un PADD, donc un plan d'aménagement et de développement durable, qui donc définit le projet politique du territoire, communal ou intercommunal, avec des grandes orientations, parfois des cartographies aussi pour spatialiser ces orientations, mais lui aussi n'est pas opposable. En revanche, ces deux premiers documents sont très importants parce qu'ils permettent de justifier ensuite tous les choix réglementaires qu'on va prendre dans le règlement et le zonage, qui, eux, déterminent les règles d'urbanisme précises sur l'utilisation du sol. On a également une pièce qui s'appelle l'orientation d'aménagement et de programmation, qui est opposable d'une manière un peu moins stricte que le règlement et qui permet de définir des principes d'aménagement, au-delà des seuls aspects réglementaires, donc d'essayer d'aller vers de l'aménagement plus qualitatif. Et enfin, on a également des annexes qui sont purement informatifs, mais qui peuvent avoir leur utilité. Cependant, ils ne s'opposent pas aux autorisations d'urbanisme. Alors, il y a quelques préalables avant d'élaborer un PLU. On peut déjà se poser la question de monter en compétence sur les questions de biodiversité et de développement durable de manière générale avec différentes démarches. On a des collectivités qui ont élaboré un agenda 21 qui a permis ensuite d'alimenter la réflexion sur le PLU. On a des collectivités qui sont engagées dans la démarche territoire engagé pour la nature, qui est portée par la RBE, qui permet vraiment de se poser les questions sur les enjeux de biodiversité du territoire et comment on répond à ces enjeux de biodiversité. C'est une sorte de petite stratégie biodiversité finalement à l'échelle du territoire. Et il y a des communes ou des intercommunalités qui choisissent également de réaliser un atlas de biodiversité communale. On l'a vu tout à l'heure, c'est un excellent socle de connaissances, c'est cet atlas de biodiversité communale, pour connaître les enjeux de biodiversité et les partager également avec la population, parce qu'un ABC, c'est une démarche aussi participative et de sensibilisation. En préalable, en préambule, il y a également des questions à se poser dès le début de la démarche. Céline en a parlé tout à l'heure en conclusion de sa présentation, c'est qu'on a des ressources mobilisables sur un territoire, on a des données qui permettent déjà de se faire une idée du niveau d'enjeu sur le territoire et de voir quels acteurs on peut associer, quelles données on peut déjà capitaliser pour mieux connaître la biodiversité. On peut également se poser la question de la compétence d'élaboration du PLU. Souvent, c'est un bureau d'études qui va se charger de cette partie biodiversité, mais on a des collectivités qui ont la compétence en interne pour porter ce sujet-là. Il faut également réfléchir dès le début aux modalités de concertation. Tout ça, ça permet de se donner un objectif de connaissance sur la biodiversité et de définir une prestation si on passe par un bureau d'études. Et du coup, dans le guide dont vous parlez, Céline, tout à l'heure et que je vous représenterai ensuite, on a une annexe qui précise finalement des modalités de rédaction d'un cahier des charges pour une prestation sur la biodiversité. Alors ensuite, si on passe au contenu d'un PLU, la biodiversité et les continuités écologiques peuvent être dans toutes les pièces, doivent être dans toutes les pièces d'ailleurs de ce document. Si je prends les dispositions non opposables, donc le rapport de présentation, le PADD et les annexes, comme je le disais tout à l'heure, c'est très important de bien prendre en compte déjà les aspects biodiversité dans ces pièces-là, puisqu'ensuite ça permettra de justifier les mesures qu'on prend, qui sont plus ou moins strictes, effectivement, plus ou moins ambitieuses. Donc, le rapport de présentation va présenter le diagnostic naturaliste qui a été effectué et synthétiser et hiérarchiser les enjeux. Ça peut prendre la forme d'une cartographie, idéalement. Il y a une étape très importante dans ce rapport de présentation aussi, c'est la justification des choix. C'est-à-dire que là, on met en parallèle les enjeux de biodiversité et les projets de territoire et on montre comment on a évité et réduit les impacts sur ces enjeux de biodiversité. Alors, les mesures d'évitement, ça peut être effectivement d'écarter des secteurs potentiellement constructibles parce qu'on s'est rendu compte par du diagnostic qu'il y avait des enjeux environnementaux. Et les mesures de réduction, ça peut être prendre des mesures réglementaires avec différents outils qu'on va vous présenter ensuite pour réduire les incidences, c'est-à-dire qu'on va tout de même permettre l'aménagement de ces secteurs, mais avec des adaptations qui vont permettre quand même de diminuer les impacts sur la biodiversité. Enfin, dans ER, il y a le C de compensation, mais normalement, à l'échelle d'un PLU, on ne doit pas mettre en place ces mesures, sauf cas particulier, mais voilà, la compensation n'a pas à être mise en place normalement dans un PLU. Au niveau du PADD, on peut être plus ou moins afficher son ambition sur la biodiversité. Et il y a un exemple qu'on trouve intéressant, c'est celui de Clermont-Ferrand, qui en fait a des orientations sectorielles sur différents thèmes qui sont traités dans le PLU, le développement économique, les déplacements, etc.
Et par-dessus, il y a 3 orientations transversales, dont l'orientation ville-nature, qui en fait se retranscrit dans toutes les orientations sectorielles. Donc la ville-nature, la notion de nature, est vraiment présente partout dans le PADD. Alors là, je vais passer à la partie opposable. Donc, comment on traduit les ambitions du territoire dans le zonage, le règlement et les OAP. Alors déjà, il faut savoir que ces pièces doivent être vraiment articulées avec les premières pièces, hein, c'est-à-dire qu'elles doivent faire écho. Il doit y avoir vraiment une cohérence entre ces différentes pièces. Donc le zonage, c'est le plan hein, qui répartit l'ensemble du territoire dans des zones U, AU, N pour naturel, A pour agricole. Et pour chaque zone ou sous-zonage, on va avoir des règles dans le règlement écrit qui sont appliquées à chaque zonage. Donc le zonage et le règlement écrit sont vraiment indissociables, ils sont complémentaires. Alors, le Code de l'urbanisme offre une multitude d'outils pour identifier et protéger des secteurs, des linéaires ou des éléments isolés comme des arbres. Alors, on peut utiliser par exemple des zonages indicés pour des espaces à enjeux particuliers. On peut par exemple qualifier une zone agricole de corridor écologique avec le zonage ACO ou encore une zone naturelle viticole avec le zonage NV pour permettre finalement l'exploitation agricole dans des zones naturelles. À chaque fois, le règlement de la zone indicée prévoit des dispositions spécifiques. Ça peut être par exemple une inconstructibilité dans la zone agricole corridor écologique. On a également un outil qui s'appelle le L151-23 du Code de l'urbanisme qui permet d'identifier des éléments à protéger. Ça peut être par exemple des zones humides, des cabanons qui vont être utiles pour certaines espèces, des éléments boisés comme des ripisylves, des arbres isolés, etc. Alors, c'est très intéressant ces outils, mais pour cela, il faut avoir une bonne connaissance du territoire. C'est-à-dire qu'il faut savoir où sont ces éléments à protéger pour pouvoir les cartographier, les localiser dans le zonage et les classer au titre de cet article du Code de l'urbanisme. Voilà, donc des exemples. On peut par exemple protéger des murets en pierre sèche, des arbres très intéressants ou même un réseau de haies. Voilà, autant d'éléments qu'on peut préserver. Alors là, je laisserai peut-être qu'Edouard, tu veux présenter le coefficient de biotope par surface et du coup le coefficient de pleine terre? Allez, donc là, vous trouvez ici ce schéma qui présente le CBS, coefficient de biotope par surface. C'est un outil qui est souvent décrit donc, par les urbanistes et qui peut être utilisé par les grandes collectivités. Pourquoi je dis ça? Parce que je vais vous le détailler après, mais ça nécessite un service instructeur avec quand même plusieurs personnes hein, pour mettre en œuvre ce coefficient. Et dans le second cas, si vous avez un service instructeur qui se résume à 1 ou 2 personnes, mieux vaut sans simplifier la vie et traiter uniquement d'un coefficient de pleine terre. Si je reviens sur le CBS c'est quoi? C'est un coefficient qu'on va définir à la parcelle entre 0 et 1. Et pour atteindre ce coefficient, on va mettre des indices sur les différentes surfaces de votre projet. Donc, surface imperméabilisée au sol, on a un coefficient de 0. Une toiture végétalisée, vous pouvez mettre un coefficient à 0,7 dans le cas donc, de la ville de Berlin, mais ça, c'est à vous de définir quel coefficient vous voulez y mettre. Vous pouvez aussi mettre un coefficient pour les murs végétalisés et bien sûr un coefficient de 1 pour les espaces verts de pleine terre sur votre parcelle. Et donc, en fait, l'objectif, c'est, en moyennant un petit peu l'ensemble de ces coefficients et de ces surfaces au sol, mais aussi en 3D, d'aboutir du coup au coefficient de la parcelle qui peut être un exemple à 0,6. Et donc, il faut faire en sorte que pour l'ensemble du projet, vous ayez un coefficient à 0,6. Donc, vous voyez que c'est quand même quelque chose qui est très, très intéressant, très précis et qui permet d'intégrer les toitures végétalisées, entre autres, et les murs végétalisés dans le projet, mais par contre qui nécessite d'avoir un service instructeur qui est présent et qui suit les dossiers donc, de permis de construire. On est plutôt là, avec ces outils-là, hein, sur des constructions nouvelles. Hein. On n'est bien sûr pas sur de l'existant. Coefficient de pleine terre, ça c'est quelque chose de beaucoup plus simple. On considère que, évidemment, ce qui fait le plus office de support de biodiversité, c'est la pleine terre. Et donc, ça n'enlève rien à l'intérêt des toitures végétalisées et murs végétalisés, mais ça priorise.
Et donc, cette priorisation, elle permet de simplifier un peu les choses en disant, bon, voilà, je veux un coefficient de pleine terre sur telle parcelle à 0,6, donc à 60%. Et donc, comment faire pour que, on va dire, mon bâtiment et les surfaces annexes de mon bâtiment ne représentent pas plus de 40% donc, de la parcelle. Et donc, ce qui est important dans le coefficient de pleine terre, c'est de bien définir ce qu'on considère comme pleine terre. Tout l'enjeu est là, en fait. Et une fois qu'on a bien défini ça dans le PLU, les services instructeurs peuvent, eux, plus facilement, du coup, l'appliquer auprès des pétitionnaires. Voilà ce que je peux dire sur ça. Et ce que vous avez là, c'est donc une cartographie donc, de Clermont-Ferrand avec différentes zones de CBS, puisque Clermont avait mis en place le CBS, avec un accompagnement spécifique par un architecte, justement, pour aider les porteurs de projets à bien intégrer ces éléments de nature et ce nouvel outil, en fait, dans leur projet. Et en fait, plus on est vers le centre-ville, donc dense, plus le CBS est bas, c'est-à-dire qu'on va exiger un minimum de naturalité dans les projets. Et plus on s'éloigne, plus on va vers les franges, plus on a un CBS qui est élevé, c'est-à-dire qu'on a plus de place, on est moins contraint. Donc, les projets doivent intégrer beaucoup plus de nature et d'éco-aménagement, comme les a présenté Édouard. Voilà, l'intérêt du CBS, c'est que ça offre plusieurs possibilités d'aménagement, c'est-à-dire que ces 3 illustrations montrent une manière différente de répondre à un même coefficient de 0,4 par exemple, et le projet peut être vraiment différent selon l'imagination ou les souhaits du porteur de projet. Alors, une dernière disposition du PLU, ce sont les orientations d'aménagement et de programmation qui peuvent être thématiques, donc sur un thème qui va couvrir l'ensemble du territoire, comme les continuités écologiques ou la nature en ville, ou qui peuvent être sectorielles, c'est-à-dire qu'elles vont concerner un projet d'aménagement en particulier, un secteur d'aménagement en particulier. Je vais laisser peut-être Édouard prendre la parole du coup sur ces OAP, puisque tu voulais nous parler du retour d'expérience de la commune de La Garde, à savoir que les OAP sont quand même opposables d'une manière plus faible, donc dans un rapport de compatibilité et non pas de conformité. Donc ça laisse plus de place à l'imagination et à la créativité pour les porteurs de projets, plus de souplesse. Et alors moi, je vais vous parler rapidement du coup d'une OAP Nature en Ville qui est présente donc, dans le PLU de La Garde, une commune à proximité de Toulon, dans le Var. Là, l'idée, c'est bien de traiter de la nature en ville. Donc, on n'est pas sur un aspect directement biodiversité, on identifie les espèces, mais plutôt en termes d'usage des espaces verts et des espaces supports de nature. Voilà, identifier ces espaces-là et voir comment on peut aussi les connecter entre eux au sein d'un milieu urbain. Donc, en fait, cette OAP est à la fois thématique nature en ville et sectorielle parce qu'on se situe dans le centre-ville, entre du coup un espace boisé au nord et un parc nature qui a été donc refait par le département, donc un espace naturel sensible. Voilà, et donc entre les deux, l'objectif, c'est de trouver des espaces qui permettent de connecter ces deux grands espaces boisés naturels. Donc on a identifié les espaces supports de nature qui peuvent être tout d'abord les espaces verts qui sont à préserver, également des espaces agricoles. Et puis, on a ciblé des espaces à désimperméabiliser ou à végétaliser. Donc là, on va être sur plutôt des terrains de sport, des aires de jeu, ou bien même des zones qui jouent le rôle donc, de zones d'expansion des crues. Voilà. Et donc, l'idée, c'est de bien identifier ces différents types d'espaces pour essayer de les connecter entre eux. Donc, pour les connecter, il y a différents supports. Il y a bien entendu tout ce qui concerne la mobilité douce, mobilité piétonne et mobilité vélo. Et donc, l'idée, c'est d'accompagner en fait ces sentiers d'une végétalisation. La végétalisation, si l'emprise est suffisante, elle peut se faire du coup sur la voirie elle-même. Et sinon, il y a différents outils qui permettent en fait de faire ressortir le végétal qui est sur l'espace privé sur la voirie publique. Ça, évidemment, ça nécessite du coup une volonté du riverain, hein, sinon ça ne peut pas se faire, mais ça peut, en termes de règles de clôture et tout, on peut essayer de donner un peu une transparence, on va dire, végétale du privé sur le sentier public, si toutefois l'espace vert est contraint. Et donc, on identifie également dans cette OAP les différents alignements d'arbres existants et puis ceux à prolonger, à créer. Vous voyez qu'en fait, à chaque fois, on a associé les types d'espaces aux usages. Et ça, en termes de nature en ville, c'est très important, c'est-à-dire que
on est sur des aspects biodiversité dans certains cas, hein, où on va avoir certains espaces qui sont très riches sur différentes essences d'arbres, et puis même aussi d'autres strates arbustives, et puis herbacées, la première strate. Et puis, on va avoir d'autres espaces qui ont vraiment un usage purement récréatif, et pour autant, il peut y avoir quelques espèces qui sont dispersées au sein de l'espace, et du coup, c'est important de le mobiliser et de l'identifier. Donc cette OAP, elle a vocation en fait, et puis j'en terminerai là, elle a vocation à donner un peu un cadre aux différents services techniques de la commune. Donc je prends un exemple tout simple, si le service des travaux veut faire passer un réseau sur une voirie qu'il identifiait comme étant un potentiel sentier, et ben en fait cette OAP permet de dire bah tiens, il faut peut-être que j'en parle au service espace vert pour voir si on met en place un alignement d'arbres comme c'était prévu initialement. Voilà, ça peut être un cadre qui permet le dialogue. Et puis, à plus long terme, évidemment, ça donne une perspective. Alors après, cette perspective, elle peut évoluer hein, selon les différents mandats successifs en mairie, mais ça donne quand même une vision globale. Voilà. Ok, merci pour ce retour d'expérience sur la commune de la Garde. Ce qui sera intéressant, c'est de voir ensuite comment du coup ça s'est traduit concrètement dans les réalisations, puisque cette OAP, elle est assez récente, hein, effectivement, elle a été adoptée il y a assez peu de temps. Et donc de voir derrière voilà, comment l'armature verte urbaine se développe grâce à cet outil. On serait ravis d'avoir voilà, des nouvelles dans quelques années. Juste un dernier point sur les OAP, elles sont obligatoires dans les zones AU, donc zones A urbanisées. Et il faut savoir que souvent, elles sont utilisées à minima dans ce contexte-là, c'est-à-dire qu'on va faire un plan très schématique d'aménagement, alors que ça peut être des outils assez puissants pour déterminer des éléments à préserver, des principes d'aménagement, des plantations de haies, des plantations d'arbres, des principes de liaison douce. Donc, on peut vraiment aller loin avec ces outils, et sachant que voilà, bien souvent, on les fait parce qu'elles sont obligatoires, mais malheureusement, sans aller très très loin, parce qu'effectivement, c'est également coûteux aussi de faire travailler les bureaux d'études là-dessus, il ne faut pas se le cacher. Mais en tout cas, les outils existent dans le PLU pour vraiment aller vers des projets d'aménagement qualitatifs et qui intègrent la biodiversité. Un dernier exemple, puisqu'on n'a pas parlé des annexes du PLU, les annexes peuvent permettre d'informer. C'est encore mieux si c'est accompagné, effectivement, hein, si les services instructeurs ou les personnels en mairie sont capables d'expliquer aussi pourquoi il y a ces annexes et pourquoi on propose, par exemple, des exemples de listes de végétaux préconisés ou des végétaux déconseillés parce qu'ils sont envahissants ou parce qu'ils sont allergènes. Voilà, c'est plutôt des outils pédagogiques qui peuvent être très intéressants aussi, et surtout, voilà, s'ils sont accompagnés d'une petite explication, d'une petite justification et qui sont bien compris par les services qui vont répondre aux pétitionnaires. Voilà, moi j'en ai terminé sur cette présentation sur les échelles infra-régionales. Donc, comme l'a dit Céline tout à l'heure, on a ce guide PLUI et biodiversité qui est très complet, très technique, qui est disponible en format papier sur demande auprès de la RBE ou sur notre site internet. Et on vient de sortir également 2 fiches, une fiche de sensibilisation et une fiche très technique sur la prise en compte de l'eau, des milieux aquatiques et des canaux dans les documents de planification. Donc la fiche technique, elle est vraiment complémentaire au guide PLUI et biodiversité. C'est voilà, vraiment quels outils on peut mobiliser dans un PLU pour valoriser les milieux aquatiques. Voilà, donc on va les mettre très prochainement en ligne sur notre site internet. Et bien sûr, il y a toutes les ressources qu'a présentées Céline tout à l'heure et peut-être des ressources de l'ODAT aussi sur leur site internet. Allez faire un tour aussi, voir s'il y a voilà, des documents qui peuvent vous intéresser ou parfois des journées aussi, des rencontres thématiques qui sont parfois organisées. Donc, voilà. Édouard, je ne sais pas si tu as regardé les questions en même temps que je parlais. Oui, alors je pense qu'elles pourront peut-être pas être toutes traitées vu l'heure, mais je suis désolé, j'en sélectionne 2. Alors il y en a qui sont un peu plus générales sur le mode de développement, notamment au niveau régional, sur la nécessité de construire ou non, mais ça c'est plus des débats qui nous concernent moins, nous, techniciens. Sur les questions purement techniques, il y a une demande par rapport au plan communal de biodiversité, comment est-ce qu'on s'y prend? Alors, je pense que là, c'est plutôt l'idée d'atlas de biodiversité, comment on s'y prend si on veut en mettre un en place. Donc ça, Agnès, je te laisserai répondre. Et puis une deuxième question sur le maintien des haies et des clôtures vivantes.
notamment arbustives. Est-ce qu'il y a des protections réglementaires possibles? Donc ça, on peut tout de suite répondre oui, il y a des articles qui permettent un peu de protéger du coup les clôtures. Mais le souci, c'est qu'on reste dans le domaine de l'urbanisme, c'est-à-dire que lorsque des choses se font sans déclaration préalable ou pour modifier une clôture, on n'a pas forcément les services instructeurs, on n'a pas forcément la visibilité. Donc après, ça nécessite une démarche juridique un peu plus lourde. Je pense que la sensibilisation, elle est importante. Mais oui, il existe des articles pour protéger. Après, l'urbanisme ne fait pas tout. Et je te laisse, Agnès, compléter pour cette question-là, et puis la question sur la place de biodiversité. D'accord, sur le plan communal biodiversité. Alors, ça dépend si on parle effectivement d'un atlas de biodiversité communale qui est vraiment ce diagnostic, cet état des lieux de la biodiversité qui est également une démarche participative. Alors, il y a l'OFB qui, tous les ans, propose un appel à projet donc, pour les collectivités qui souhaitent se lancer là-dedans, ce qui permet d'obtenir aussi des financements, une aide, parce que ce sont des dispositifs qui sont assez coûteux à mettre en place, puisqu'on s'entoure d'une équipe de naturalistes, alors que ce soit un bureau d'études ou une association comme la LPO, voilà, pour ne pas les citer, mais il y en a d'autres. Bien entendu, je ne peux pas faire de pub ou quoi que ce soit pour l'un ou l'autre. Mais voilà, donc des naturalistes qui vont aller sur le terrain pour identifier les espèces présentes de manière la plus exhaustive possible. Et en parallèle, des animations d'ateliers participatifs où la population va venir elle-même sur le terrain aussi recenser et prendre connaissance de la biodiversité qui est en place. Et le tout est ensuite restitué dans une cartographie, un atlas de biodiversité qui peut aussi être un outil de communication. Donc, c'est vraiment une démarche à part entière de connaissance et de sensibilisation sur la biodiversité. Donc nous, on a des retours d'expérience aussi à la RBE. Si vous voulez nous contacter, on a des personnes qui ont collecté pas mal de retours d'expérience de collectivités qui les ont mis en place. À savoir aussi que si vous êtes sur un territoire de parc naturel régional ou de métropole, il y a aussi des démarches qui sont portées à cette échelle de territoire et qui peuvent peut-être vous accompagner aussi dans votre démarche plus locale. Donc ça, c'est à voir aussi en fonction de votre territoire. Si on parle de stratégie biodiversité à l'échelle d'une commune ou d'une intercommunalité, nous, on a un dispositif qui s'appelle Territoire engagé pour la nature, qui est un engagement, en fait, qui justement vise à accompagner les collectivités dans un engagement, donc en quelque sorte une stratégie en faveur de la biodiversité sur 3 domaines, donc l'aménagement, la gestion et la sensibilisation. Donc l'idée, c'est de vous auto-évaluer sur où vous en êtes au niveau de votre collectivité sur la prise en compte de la biodiversité et de vous donner des objectifs à 3 ans avec l'obtention de cette reconnaissance TEN, territoire engagé pour la nature, avec un accompagnement et l'animation d'un club aussi spécifique par la RBE. Donc voilà, ça peut être aussi un outil pour vous mettre en ordre de marche sur une stratégie biodiversité, quelle que soit votre échelle de territoire. Ça peut être adapté aux petits villages comme aux métropoles. Voilà, donc j'espère qu'on va devoir conclure parce qu'il est déjà 14h10 et je vois que certains commencent à nous quitter. Donc, je vais surtout remercier les intervenants pour leurs apports et leurs présentations. Et on vous donne rendez-vous aussi pour les prochains webinaires de l'année, donc les derniers webinaires de l'année, le 30 novembre pour un webinaire sur l'alimentation durable, donc Ma cantine autrement avec l'expérience de la ville de Montpellier. Et le 14 décembre, un webinaire sur les démarches locales de développement durable, comment se lancer et comment structurer une démarche locale de développement durable. Là aussi, quelle que soit votre échelle de territoire, c'est un webinaire qui peut vous intéresser. Voilà, donc vous retrouvez toutes les informations sur notre site internet. J'espère qu'on aura répondu peut-être à vos questionnements, qu'on vous aura donné un éclairage nouveau sur ces documents de planification. Et on va donc conclure. Je remercie voilà, encore Édouard et Céline pour leur présence. Et je vous remercie tous également pour votre écoute. Merci. Voilà, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.